Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, hop, il faut juste que je m'y mette. Voilà. Donc je suis Gérard Lemarie, donc je suis le RSSI du groupe Elior. Alors je vous ai fait 3 slides, je suis désolé quand même, j'étais obligé de les faire sur Elior. Elior, on parlait tout à l'heure, on est présent en fait, vous le verrez, dans le secteur alimentaire et dans le service à la personne et dans le service de manière générale. Donc Elior, c'est une boîte française qui a son siège qui est basé à La Défense. Donc nous servons aujourd'hui 5 millions de convives par jour. Nous sommes présents dans 7 pays. Nous avons 23 500 restaurants et points de vente à travers le monde. Et l'entreprise comporte 109 000 personnes au niveau mondial. Pour un chiffre d'affaires de 4 milliards 9 sur le dernier exercice. À savoir aussi que Elior est le 4e plus gros employeur français. Donc on y était presque. Nos métiers dont je vous parlais tout à l'heure, donc on est présent dans les entreprises, on est présent dans l'enseignement, dans la santé. On a quelques restaurants de prestige également. On est présent, donc, comme vous voyez, dans la restauration collective et dans le service, où on a des expertises qui sont assez complémentaires, donc dans la propreté des milieux sensibles, le bio-nettoyage, les services hôtellerie et santé, tout ce qui est facility management, donc la gestion d'installation au profit de clients. Comme je disais tout à l'heure, donc on est numéro 4 de la restauration dans le monde et numéro 1 de la propreté en France. Voilà un petit peu les répartitions entre l'Europe, l'Amérique et l'Inde, là où on est présent essentiellement. Pourquoi on est devenu un OSE? Sans doute aussi parce que vous avez compris tout à l'heure qu'on a une position de leader en France devant nos différents concurrents. On a été pris un petit peu pour, je dirais, bêta-testeur de cette directive. Bon, mais c'était voulu un petit peu, je vous l'avoue. Déjà, il y a un truc à comprendre et qui sera vraiment très structurant pour la suite, c'est que la conformité chez Elior, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment été intégré à notre ADN aujourd'hui. Donc c'est une façon pour nous de se distinguer. Parce qu'à un moment donné, comme j'explique souvent, on vend tous les mêmes produits, on vend tous les mêmes prestations. Ce qui va changer, c'est la manière de le faire et surtout qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire attention aux à-côté. On est de plus en plus ouvert, on parle de big data, les données personnelles, s'occuper mieux de vous, s'occuper de votre mieux manger, etc. Et pour tout ça, il faut avoir quand même une certaine éthique et une certaine rigueur sur tout ce qui va être sécurité et protection des données personnelles au sens large. Donc la conformité fait partie de cet axe pour se distinguer aujourd'hui. C'est intégré dans notre dimension RSE, ça fait partie, si vous remplissez des questionnaires concernant la RSE aujourd'hui, ça fait partie, ces questions font partie de la RSE. On se distingue aussi par l'application de la réglementation, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui nous permet de nous distinguer, c'est aujourd'hui un différenciant par rapport aussi des fois à la concurrence lorsque vous avez des appels d'offres. C'est un atout pour le business, c'est un atout de confiance, c'est un atout aussi pour aller encore une fois se différencier. Mais c'est aussi un message d'intérêt public. Et de par notre position de leader en France et de par le nombre de personnes que l'on touche, on estime qu'on doit relayer une forme de message d'intérêt public, au même titre que les différents messages de santé qu'on peut avoir ou sur différents domaines. La sécurité IT et la sécurité des données personnelles en font partie, et ça a été complètement intégré. C'est une volonté maintenant aujourd'hui de notre board, et c'est quelque chose sur lequel je suis challengé aujourd'hui. Comment j'ai expliqué la directive Nice en interne? Et vous verrez, je ne vous ai pas fait une grande présentation, mais ce sera intéressant de laisser la place aux questions-réponses. Je leur expliquais qu'on peut rigoler en voyant ça un petit peu au premier abord, mais on peut se priver de respirer pendant 3 minutes, on peut se priver de boire pendant 3 jours, et on peut se priver de manger pendant 3 semaines et après. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir créé des normes et des réglementations. Certaines normes et réglementations ici, quand on parle de 3 semaines, on est plutôt sur le quotidien et des bonnes pratiques de sécurité, lorsqu'on réfléchit à la paralysie d'un système d'information et d'une société par rapport au service qu'elle doit rendre. Quand on réfléchit à 3 jours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'avait pas de réglementation, et quand on réfléchit à 3 minutes, on était plutôt dans le périmètre des OIV. Encore une fois, je vous fais ça très très simple pour expliquer ça à des novices. Donc il manquait quelque part le 3 jours, comment on couvre ça par une réglementation sur les systèmes d'information. Et la partie Nice et l'application et sa déclinaison sur la partie OSE en France a été créée. Quand on dit ça, on a déjà dit pas mal de choses. Concernant le planning de l'implémentation de la directive Nice et de la mise en œuvre de la directive Nice donc chez Elior, voilà les différentes étapes aujourd'hui sur lesquelles on a commencé.
Donc, je ne reviendrai pas sur tous les historiques de la directive, mais pour nous, clairement, ça a été une notification, comme on le voit ici, en septembre 2018. Une désignation, Elior a été désigné comme POC et comme... pardon, a désigné son POC en octobre, en réponse aussi à la lettre de désignation des services du Premier ministre. On a fait notre déclaration des SIE dans des systèmes d'information essentiels en janvier 2019, donc on a été un bon élève là-dessus. Et on s'attend maintenant et on travaille sur le fait d'être à l'heure concernant la fin de mise en conformité à l'échéance 2020. Donc c'est un travail au quotidien. Maintenant, voilà les 4 chantiers qu'il faut qu'on lance, l'identification des SIE, comment créer nos processus de déclaration d'incident, la mise en place des mesures de sécurité et la réalisation d'audits. Je ne reviens pas là-dessus, on en a déjà largement parlé. J'ai expliqué aussi aujourd'hui, pour montrer un peu en interne, on parlait tout à l'heure des 23 règles qui sont afférentes à la directive Nice. Donc, je vais faire un petit schéma assez simple. En mettant en vert, là où on était au-dessus de 90%, je dirais, sur la conformité déjà de cette règle, et en rouge, là où on avait quelque chose à faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas fait, mais ça veut dire que soit il y a des marges d'amélioration, soit on a besoin de travailler un peu plus pour être un peu plus conforme. On n'est jamais capable de dire qu'on est conforme à tout. Donc on ne rentrera pas là-dedans, mais on retrouve bien, avec le code couleur qui est à droite en bas, les différentes échéances qui allaient, à partir du moment où on a été notifié, qui vont de 3 mois à 3 ans. Sur la partie identification des SIE, sur notre périmètre d'activité, nous, qui était la restauration. Alors, je vous rappelle que dans la définition des SIE, on a été aussi notifié parce que notre service est dispensé dans les hôpitaux, dans les prisons et dans les établissements scolaires. C'est essentiellement sur ces aspects-là qu'on a été, et c'est ce qui est inscrit dans la directive. Donc, à partir de ce moment-là, on a identifié nos différents systèmes d'information qui servent à la gestion des commandes, à l'approvisionnement, à la logistique, le stockage et la distribution. Pareil, c'est ce qui est écrit dans la directive Nice. Et à chaque fois, on a défini le périmètre, et c'est ça qui nous a permis de définir quels sont nos systèmes d'information essentiels et quelle va être la roadmap qu'on va devoir leur appliquer. Jusqu'à là, ça a été assez simple. Néanmoins, on a quand même découvert certains systèmes, comme tout le monde. J'ai rappelé quelques dates aussi, et le plus intéressant sera après. Ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué aussi très facilement en interne, avec les différentes échéances, et quelle était la genèse en fait et l'historique en fait de la mise en place de la directive Nice. Et pour nous, vous voyez, la dernière échéance était au 1er avril 2019, où là on a notifié au SGDSN nos SIE. Qu'est-ce que j'ai expliqué aussi, et c'est là qu'on rentrera plus dans le dur, mais sur 2 slides, vous allez voir pour pas vous embêter. Ce qui va changer pour nous. Donc déjà, j'ai expliqué aux gens, parce qu'il fallait déjà enlever la partie, je dirais, fantasme. Tout notre SI ne sera pas SIE. L'objectif, c'est bien, et des fois c'est vrai que ce n'est pas forcément compréhensible immédiatement à la première lecture de la directive, c'est pas tous nos SI qui seront SIE. On a commencé à me dire, oh là là, mais alors il va falloir qu'on ait Office 365 qui soit SIE, machin, etc. Il était important de reposer les bases, et ça a été capital. Et aussi de ne pas aller trop loin non plus dans le vouloir bien faire. Parce que nous, on n'était pas dans une démarche de dire comment on fait pour ne pas l'être ou pour ne pas le faire, mais on était vraiment dans une démarche de comment on fait pour être le plus pragmatique possible, le plus opérationnel possible, et répondre au mieux à cette attente. Donc j'ai expliqué que ça allait changer pour nous, qu'on avait 23 règles de sécurité, qu'on avait des obligations de déclarer des incidents, etc. Et surtout, j'ai expliqué, et ça c'est important, mais ça peut être assujetti à débat, que chez nous, de toute manière, dans nos processus de security by design, normalement, une bonne partie des règles de technique, d'architecture et de suivi, de contrôle d'accès, etc., étaient déjà incluses. Alors, quand on dit ça, vous allez me dire c'est très bien, chez Elior on est formidable, mais j'ai fait un petit tableau qui est absolument peut-être pas lisible comme ça, mais qui est en fait, c'est pas un tableau complet, hein, prenez pas tout ça pour argent comptant. C'est une petite partie. La question, c'était, moi, de me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais venir encore avec ma casquette de méchant RSSI dans le groupe en disant, je vais vous imposer plein de règles, de toute façon, c'est la loi, il faut les suivre, etc. Ou alors, est-ce que j'allais essayer de l'amener un petit peu plus finement chez mes amis? Typiquement, aujourd'hui, la partie GDPR, tout le monde l'a bien compris. La partie PCI DSS, on l'a bien compris aussi. Et la partie politique de sécurité, tout le monde l'a bien compris, que j'ai appelé la internal policy. Et ensuite, j'ai intégré dans une petite matrice comme ça
la directive Nice. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris chaque exigence. Bon, voyons, là, les stations d'administration, etc., les choses qu'on a évoquées tout à l'heure. J'ai pris un peu les différents subdomaines qu'on a fait par rapport à ces grands items. Et j'ai indiqué, est-ce que c'était déjà dans quoi est-ce que c'était déjà prévu par rapport aux différentes réglementations. Et en fait, on s'aperçoit, quand on croise tout ça, à partir du moment déjà assujetti à pas mal de règles, on s'aperçoit que si on enlève justement cet aspect fantasme et cet aspect complexité ou alors approche de la sécurité par la complexité, on s'aperçoit qu'on couvre déjà un grand nombre de règles. Voire même des fois qu'on en couvre plus. Parce que quand on parle, vous le voyez sur une des lignes qui était intéressante, c'était le vulnerability scanning, c'était demandé que sur la partie PCI DSS. Donc si on fait ça intelligemment, qu'on fait ça pédagogiquement et qu'on apporte ça aux équipes, ils comprennent même aujourd'hui que c'est complètement intégré dans leur process. Donc le niveau d'acceptation est beaucoup plus facile. La conclusion a été de dire, il faut vraiment communiquer sur le sujet, appréhender et rendre simple l'approche de la partie Nice. Et on voit effectivement là-dessus qu'on se dit, oui, c'est vrai, on le fait déjà. Oui, c'est vrai, on le fait déjà. Et ça, c'était une des clés essentielles de ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à partir du moment, et même si vous regardez bien, si vous n'avez pas une politique de sécurité interne, une PSSI qui est forcément ultra blindée, etc., le fait déjà de suivre d'autres aspects de conformité, vous couvrez déjà beaucoup d'aspects de la partie Nice. Ne serait-ce que la complémentarité, et vous l'analysez là facilement, la complémentarité entre la partie Nice et la partie des GDPR est déjà intéressante. Donc je reviens tout à l'heure à comment rendre la sécurité non pas une contrainte mais en atout business. Là vous en avez la démonstration. Donc alors c'est très RSSI dépendant peut-être, mais lorsque vous allez communiquer, vous allez remontrer ça au niveau de vos opérations, aux gens qui sont sur le terrain, voire même à vos commerciaux, parce que quand ils vont défendre un appel d'offres aujourd'hui, même si, in fine, chez Alior, in fine, on va vendre des carottes râpées, hein, on va faire manger les gens. Et encore une fois, sur l'aspect différenciant, mes commerciaux aujourd'hui, ils sont capables, avec quelques notions de base, en sortant des aspects réglementaires, même des aspects réglementaires Nice, alors des fois ceux qui sont en phase 2, les acheteurs de carottes râpées, ils ne comprennent pas, mais au moins on montre un niveau de sérieux. Et c'est ça qui devient aussi différenciant dans nos appels d'offres et dans notre approche business chez Alior. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ce slide. On pourra revenir, je pense que vous aurez plein de questions là-dessus après. Des conclusions, et vous voyez, je ne vous embête pas très longtemps, mais des conclusions pour dehors. Donc ça, c'est notre vision des choses. Hein. Encore une fois, ça n'engage que nous. Ça donne une légitimité pour la mise en œuvre de notre politique de sécurité. Clairement, c'est un atout interne, parce qu'à un moment donné, il y avait la PSSI du méchant RSSI que personne ne comprenait et qui était caché dans son bureau, et que de temps en temps, il sortait pour dire personne ne m'aime, personne ne vient me voir. Là, ça donne une légitimité. Alors, ces gens-là, ça les aide, même si je les encourage aujourd'hui à changer complètement leur mode de fonctionnement. Ça, c'est un autre point. Est un atout business, donc on l'a dit. C'est facilement intégrable à nos approches by design, parce que si vous avez une approche by design sécurité sur les bons principes de sécurité, on peut même rapprocher ça on aurait pu rajouter dans le tableau les règles de bonne hygiène sécurité édictées par l'ANSSI, on aurait vu qu'on était aussi très très proche, globalement. Ce qui n'aurait pas été vrai par contre, on a évoqué tout à l'heure rapidement, mais si on avait été un OIV, alors, on n'a pas le droit de dire si on est un OIV, mais on a le droit de dire qu'on n'est pas un OIV, donc moi je ne suis pas un OIV. Si on avait fait la matrice avec la partie LPM, ça n'aurait pas été la même chose. On aurait plus d'exigences, entre autres sur la sécurité physique, sur la nécessité d'avoir des équipements souverains, etc., des sondes souveraines, des équipements qualifiés. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc ça ne vous introduit même pas de nouvelles contraintes d'administration, d'intégrer des nouvelles choses dans vos systèmes d'information. Donc encore une fois, on n'a pas forcément la difficulté pour augmenter significativement le niveau de sécurité de nos systèmes d'information. Donc n'introduit que très peu de nouvelles charges contraintes techniques. Par contre, néanmoins, ça, il faut le reconnaître, mais ça c'est la qualité de l'ANSSI. Mais la qualité n'est pas forcément positive. C'est la nécessité d'un suivi administratif important et l'introduction de la notion d'homologation des systèmes. Alors ça c'était complètement étranger à des boîtes privées qui n'avaient jamais entendu parler d'une homologation de système. Quand on commence à leur parler d'une autorité qualifiée, d'avoir un processus d'homologation, etc. Là par contre ça fait peur. Mais vu qu'il me reste encore un peu de temps avant d'y arriver, j'aurais trouvé les bons arguments pour essayer de le glisser un peu gentiment dans une réunion, on verra.
Mais il faudrait peut-être trouver, ça c'est un petit message au passage, peut-être trouver un mot un petit peu plus joli ou dédramatisant de cet aspect. Surtout plus orienté business et plus orienté interprétation au niveau du COMEX, mais peut-être pour la V2. Et par contre, moi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au niveau du RETEX, parce que là je vous disais que tout était formidable, mais en fait j'ai quand même vu 2-3 petits points pour l'instant, mais je les ai échangés avec mes coordinateurs sectoriels de l'ANSSI. En fait, on a des cas opérationnels qui ne sont pas du tout traités, mais qui sont vraiment très fâcheux aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que j'ai échangé avec pas mal avec de personnes qui ont à traiter la problématique d'OSE. Très souvent, et moi je le vois aujourd'hui quand on a une usine où à un moment donné on fabrique des plats, où on transforme de la nourriture, etc. On s'appuie sur des prestataires. Et le prestataire, souvent, vous dit, bah, t'as qu'à utiliser mon système pour passer tes commandes. Moi, vous vous connectez sur mon système pour commander vos carottes, vos choux, vos carottes râpées, etc. Bon, ok. Mais donc, ça veut dire que ce système rentre dans ma chaîne critique. Il faudrait quelque part, si ce système m'appartenait, qu'il fasse partie de mon système, qu'il fasse partie de mon environnement SIE, parce qu'il contribue aux 4 ou 5 critères pardon, de commande, de distribution, de livraison, etc. Mais aujourd'hui, il n'est pas chez moi, mais j'en dépends, mais il est chez un autre, et l'autre, quand c'est une petite PME du coin, parce que nous, on a tendance à vouloir travailler avec des PME et ou des petits producteurs pour la production locale, etc., commencer à dire au petit producteur local, de lui dire, bah tiens, il va falloir que tu deviennes SIE, que tu es un SIE, parce que moi, je suis devenu un OSE. Enfin, pardon, il faut que tu aies un SIE, parce que moi, je suis devenu un OSE. Donc, quelque part, tu dois devenir un OSE. Le gars, il vous regarde comme ça, quoi. Donc il y a un manque clair dans la réglementation aujourd'hui. C'est vrai dans le secteur alimentaire, mais c'est vrai aussi dans le secteur complètement manufacturier, dans les entreprises et dans les différents secteurs. On l'a vu, et ça c'est problématique. Et aujourd'hui, très clairement, c'est pas traité dans la V1. Et c'est problématique parce que moi, je ne peux pas forcément inclure tous les systèmes qui contribuent à mon service en tant qu'OSE, et partant, je suis dépendant de ces gens-là. Et il est hors de question que j'internalise dans un système d'information sous prétexte que je suis un OSE. Donc il y a un truc qu'il va falloir qu'on trouve là-dessus, n'est-ce pas? Vous avez peut-être déjà eu le retour. Donc c'est un vrai sujet, mais par contre, quand on commence à creuser, c'est un sujet très compliqué. Donc faites attention à ça, et parce que pareil, quand vous allez identifier vos SIE, il ne faut pas tomber dans du n'importe quoi et de la dérive incroyable. Il faut quand même une clarification de la directive. Et alors ça, c'est le dernier point, je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans la directive NIS versus la partie OIV et donc la LPM. Dans la LPM, on vous donne des contraintes physiques, on vous explique éventuellement que vous allez être un OIV, que vous allez être un PIV, que vous allez avoir des SAIV, et donc aussi que l'État, quelque part, va avoir des devoirs vis-à-vis de vous d'un point de vue protection, même physique, de vos environnements. Les environnements logiques, mais aussi les environnements physiques. Mais ça va jusqu'à vos lieux de production. Donc moi, quelque part, aujourd'hui, je ne suis pas un OIV, je n'ai pas de PIV, pour une importance vitale. Donc, je me retrouve avec des endroits qui, paradoxalement, peuvent être assujettis à des manifestations, je ne sais pas quoi, des blocages, des incendies, n'importe quoi. Alors, j'ai un système d'information qui va être hyper robuste, tout le monde va pouvoir s'en servir, mais personne ne va pouvoir y aller. Il y a un truc qui ne va pas, parce que, in fine, quand même, il faut quand même que j'ai des gens et que mon site soit disponible pour que les gens se servent du système d'information pour que je puisse produire et rendre mon service. Mais là, on ne peut pas m'apporter de directives particulières en termes de sécurité parce que je ne suis pas un OIV. Donc, on me demande de faire beaucoup de choses, mais on ne va pas jusqu'au bout, quelque part. Donc, mon système d'information devient plus fort que ma sécurité périmétrique. On va le résumer comme ça, mais c'est très vrai. Voilà. Et ben voilà. Et puis moi j'avais terminé pour celle-là.